Bonjour et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, je suis Tolga Koskoun, je dirige Gondwana, qui est encore une fois le pôle biodiversité d'ARPA Trans. Et Victor, le vice-directeur de projet donc, au sein du pôle Gondwana. Avant d'attaquer le webinaire, on va vous présenter très rapidement l'hôte de ce jour, donc ARPA Trans, qui, à travers 4 axes de réflexion et d'expertise stratégique, développe et déploie son expertise pour penser l'espace bâti et non bâti comme actif de la performance globale des villes, des organisations et des utilisateurs, pour faire évoluer l'immobilier face aux transformations sociétales, environnementales et économiques qui sont en cours, et puis d'imbriquer ces solutions à l'échelle des territoires, des bâtiments et des humains. Évidemment, donc on ne parle pas que de l'espace bâti ou non bâti, mais on parle bien aussi des usages, du sens, du lien social. Et puis œuvrer pour des projets performants, responsables, résilients, innovants et qui développent de l'impact positif. Et ce, à travers nos 4 axes stratégiques. Et puis nous, évidemment, il faut toujours un minimum d'organisation dans une structure. Donc nous avons cette organisation en 4 pôles d'activité avec Gondwana, dont je vous présenterai l'offre dans 2 slides. Et nous avons un autre pôle qui est Astrans, qui développe l'immobilier responsable, notamment sur les sujets environnementaux. Nous avons un pôle conseil et innovation qui accompagne les stratégies immobilières des acteurs publics ou privés, notamment à travers leur programmation. Et puis, nous avons un pôle design et aménagement qui fait de l'aménagement intérieur dans le secteur tertiaire essentiellement. Notre élément de fierté, nous sommes certifiés B Corp, donc c'est la certification américaine des entreprises à mission. Donc, statutairement, notre seul objectif n'est pas de faire du bénéfice économique, mais bien d'avoir un impact positif sur l'environnement et les humains qui travaillent dans notre structure, mais aussi toutes les parties prenantes qui sont liées à nos activités. Et donc, les offres de Gondwana, nous travaillons sur 3 axes, 3 piliers dans notre activité. Le premier pilier qui est, on va dire, macro, global, sur le conseil et la stratégie, avec un accompagnement sur les stratégies biodiversité des entreprises et des territoires, sur la cartographie des patrimoines fonciers grâce aux outils géomatiques, ou notamment sur les trames vertes et bleues. Et puis nous travaillons sur les solutions fondées sur la nature et leur application dans les infrastructures vertes, avec d'autres solutions, notamment sur les formations et l'agriculture urbaine. Alors, pas n'importe quelle agriculture urbaine, mais une agriculture urbaine durable, qui crée du lien social et qui favorise la biodiversité. Ensuite, nous avons un métier d'ingénierie du vivant qui est beaucoup plus opérationnel, avec des inventaires faune-flore de sites, soit en exploitation, soit des sites à densifier, des sites à renouveler urbanement ou des sites à construire, des diagnostics écologiques, des diagnostics de zones humides, des diagnostics phytosanitaires des arbres. On travaille également sur l'empreinte biodiversité des matériaux de construction pour calculer l'impact caché de l'acte de construire. Et puis, nous avons une vision sur le paysage qui est celle des écologues, avec la fusion, de la synthèse entre les métiers d'écologue et les métiers de... C'est normal. Pardon, excusez-moi, il s'est passé quelque chose, la technique nous rattrape. C'est normal, on était figé. On était figé, voilà, j'espère qu'on n'est plus figé. L'éco-paysage étant cette synthèse entre les métiers du paysage et les métiers de l'écologie, en tous les cas notre vision sur ce métier. Et puis le troisième pilier qui est souvent la grande oubliée des métiers de l'écologie, où il faut une valorisation. Nous avons une vision d'expert un peu top-down en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça dans un territoire, dans un site. Et pour autant, la biodiversité est un sujet qui se voit, qui s'entend, qui se goûte.
qui se vit collectivement et familialement. Et donc, c'est un sujet sur lequel il faut créer, accompagner l'appropriation. Ça peut être sur des outils dynamiques comme les animations, les ateliers, les outils numériques, etc. Ça peut être aussi de la pédagogie statique avec les panneaux pédagogiques, de la communication écrite, etc. Et puis, évidemment, il y a de la co-conception avec les urbains qui est extrêmement intéressante à travers l'intelligence collective, la médiation, le placemaking, etc. Et puis, il y a toujours des labels qui permettent de valoriser l'action des maîtrises d'ouvrage, pour ne citer que les trois les plus intéressants, que sont Biodiversity, Effinature et Éco-Jardin, mais il y en a d'autres, évidemment. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je vais nous remettre tous les deux, voilà, à l'écran. Donc, ce qu'on a préparé aujourd'hui pour vous, pour arriver à cette notion de libre gestion, dont la traduction opérationnelle chez nous s'appelle la gestion écodynamique, nous avons préparé un fil un peu chronologique pour expliquer comment l'histoire des jardins a évolué et comment la gestion de ces jardins a évolué avec le temps et quelles sont les tendances aujourd'hui qui poussent à l'émergence d'un certain nombre de nouveaux concepts, notamment la libre gestion. Tout ça vient d'une certaine inspiration des milieux naturels, donc on regardera un peu ce qui se fait dans les milieux naturels ou dans les milieux urbains et comment est-ce qu'on peut généraliser, appliquer ces inspirations dans les villes. Et puis nous terminerons par la présentation de cette méthodologie que nous avons appelée la gestion écodynamique et sur laquelle nous travaillons depuis 3 ans maintenant. Donc je vais laisser la parole à Victor, sur qui je vais zoomer la caméra. Voilà. Merci Tolga pour cette introduction. Malheureusement, on ne peut pas vous réciter toute l'histoire des jardins, mais il me semble important quand même de vous rappeler que le premier jardin qui a été cité et un jardin qui était dans la Bible, c'est le jardin d'Éden, qui a souvent été comparé au paradis sur Terre. Ensuite, il y a eu une appropriation des jardins et de l'histoire des jardins au fur et à mesure des années. On a eu les jardins médiévaux, on a eu le jardin japonais, le jardin des simples, qui était le jardin médicinal, le jardin potager, etc. Et au final, on s'est rendu compte, à travers l'histoire de ces jardins, que le jardin avait toujours une symbolique très forte ou des usages qui étaient très importants. Et à partir du XVIIe siècle, avec l'arrivée d'André Le Nôtre, qui a dessiné les jardins du château de Versailles, on avait vraiment cette envie d'avoir des jardins qui étaient plus liés à de la contemplation, avec une nature qui était très domestiquée. On a vraiment le triomphe de l'ordre, de la culture, du réfléchi, et on oublie tout ce qui est désordre, nature sauvage, spontanée. André Le Nôtre, on l'a souvent appelé le jardinier du roi, et on l'appelle toujours le jardinier du roi. Il a pu dessiner Vaux-le-Vicomte, il a pu dessiner les châteaux de Versailles, et il a été vraiment stratégique au final pour la culture française du jardin, puisqu'aujourd'hui, nos jardins de particuliers sont encore très bien taillés, les haies sont très bien taillées, les pelouses très bien tondues. On a toujours du mal à accepter d'avoir des massifs très libres. Au fur et à mesure des années, donc au 19e siècle, si on fait un petit zoom sur ce qui se passe en région parisienne, Paris devient insalubre. On a une augmentation de la population qui est très importante. La ville se transforme. Louis Pasteur commence à découvrir un petit peu les notions d'hygiénisme avec le fait que les maladies sont moins récurrentes dans les espaces aérés, ventilés, ouverts. Et on a justement cet hygiénisme qui commence à transformer l'urbanisme de la ville avec la création des premiers jardins publics parisiens, le jardin de l'Archevêché. On a la création du bois de Boulogne, la revalorisation du bois de Vincennes, et on décide de créer des grands boulevards avec des grands alignements d'arbres qu'on peut actuellement connaître. Parallèlement à cette période, on a la période du romantisme qui est vraiment ce qui s'est importé d'outre-Manche, j'ai envie de dire, où on a la création d'un parcours multisensoriel de découverte de la nature, mais toujours de manière très maîtrisée. Au final, on peut prendre l'exemple des buttes de Chaumont, où on retrouve tous les éléments de cascades, de rochers, de parcours très maîtrisés de la nature et en même temps totalement construits au final autour du béton. Et c'est une approche qui est assez intéressante puisque c'est aussi l'arrivée massivement des plantes exotiques. Les plantes exotiques étaient utilisées à Versailles dans l'orangerie, mais a vraiment été
ici utilisé en tout cas pour la période plutôt sur le côté esthétique, où on vient chercher une utilité au végétal qui n'est plus naturelle. Donc c'est là où on voit apparaître la renouée du Japon, le robinier pseudo-acacia, le Buddleia David. Ce sont des espèces qui aujourd'hui sont considérées comme invasives et sur lesquelles on lutte. On a vraiment cette transformation au final de l'espace vert urbain en zone de contemplation et d'usage avec une envie d'avoir des expériences de nature assez fortes. Quand on accélère un petit peu le temps, on arrive en 1950. 1950, on a une transformation de l'urbanisme français, on a un déficit de logement très important et on commence à travailler sur des grands ensembles immobiliers. Ces grands ensembles sont souvent accompagnés d'espaces verts qui, malheureusement, ne jouaient plus ce rôle d'espaces verts contemplatifs ou d'usage très important. On fait des espaces verts qui sont très simples, avec de grands boulingrins, des grands espaces de pelouse, où on imagine quelques pique-niques, quelques enfants qui peuvent jouer dans l'herbe, et on vient planter quelques arbres. Et c'est une période qui est assez importante, puisqu'au final, on se rend compte qu'on a une gestion qui reste tout de même très importante de ces espaces verts, où la libre gestion n'est pas du tout présente dans ces grands ensembles. Donc, in fine, on a un intérêt écologique qui est très faible sur ces ensembles. Dans les années 80-90, on commence à avoir les premières politiques de développement durable et des grands penseurs du jardin comme Gilles Clément vont commencer à réfléchir le jardin autrement. On a la naissance un petit peu de ce qu'on a appelé le jardin en mouvement. Le jardin en mouvement, c'est le but de privilégier le travail du jardinier avec des interventions qui sont mineures et de façon à accompagner ce jardin le plus possible. Une des phrases que Gilles Clément répétait, c'était dans ce sens, est-ce qu'il n'est pas possible de déplacer un cheminement au lieu de supprimer la plante qui pousse au milieu? C'est vraiment la vision du jardin en mouvement de construire avec la nature en prenant en compte l'ensemble des végétaux qui sont présents dans ce parc. Puis, on a eu cette seconde notion, où là, on travaille plus sur les réservoirs de biodiversité, avec le tiers paysage, qui est aussi une notion développée par Gilles Clément. J'ai pris cet exemple, l'île d'Herborance du parc Henri Matisse, qui est pour moi assez incroyable. On est sur un réservoir de biodiversité perché à 7 mètres de haut. Perché à 7 mètres de haut, puisqu'on a utilisé les gravats de la gare TGV Lille-Europe pour justement créer ce réservoir de biodiversité. On n'a aucune gestion, aucun jardinier ne peut accéder, et on a juste quelques suivis scientifiques justement de cette île d'Herborance. Pour la petite histoire, le but au début n'était pas tant de créer un réservoir de biodiversité, mais par manque de budget, ils n'ont pas pu la planter, cette petite île. Donc au final, on a laissé la nature faire son rythme et on a créé justement cette notion de tiers paysage qui est similaire au final à la notion qu'on peut retrouver dans les friches avec un développement spontané et naturel de la faune et de la flore. In fine, ces exemples qui sont très intéressants sont assez peu représentatifs des espaces verts qu'on retrouve en milieu urbain. On a vu des grands parcs. Il nous semblait important de rappeler ce qu'était la définition d'espace vert, et une définition qui nous plaît, c'est une définition de 96 de Chouet et Merlin, qui est un espace végétalisé, privé ou public, localisé à l'intérieur de zones urbaines ou urbanisables et faisant l'objet d'une classification en typologie. Et c'est vrai qu'en milieu urbain, on retrouve du coup plusieurs typologies d'espaces verts, notamment des squares, des jardins, des parcs, des terrains sportifs, des cimetières, des arbres d'alignement, des jardins familiaux, des friches, des jardins privés. Il est intéressant de se rendre compte que ces espaces verts sont aujourd'hui intégrés dans les trames vertes urbaines, voire même indiqués comme des réservoirs de biodiversité. Je pense notamment aux cimetières. Les grands cimetières parisiens sont de véritables réservoirs de biodiversité, tout comme les friches, voire même certains jardins familiaux. Et il est important de savoir que du coup, ces différentes typologies d'espaces verts ne sont pas gérées de la même manière. Mais aujourd'hui, quel est le lien justement qu'on peut faire avec la libre gestion et quels travaux ont été menés pour justement gérer ces espaces verts? On a eu depuis une vingtaine d'années de nouvelles gestions d'espaces verts qui ont été réalisées. On était sur une gestion à la base très horticole, donc une gestion qui était totalement maîtrisée. On avait une gestion qui était très homogène, un petit peu à la jardin à la française, où tout était cadré. On n'acceptait dans les rues aucune adventice. Il fallait que tout soit propre. On désherbait beaucoup. On avait un contrôle et un entretien systématique des espaces qui était vraiment très présent.
Moi, je me rappelle encore de mes grands-parents qui doublaient les doses de produits anti-pucerons pour être sûr qu'il n'y aurait pas de pucerons au risque de détruire la plante. On avait vraiment une vision totalement différente de la gestion des espaces verts. On avait par ailleurs une énorme course à la tondeuse où il fallait tondre 18 fois, 20 fois dans l'année s'il fallait. Donc on était vraiment sur une gestion très maîtrisée. Et au final, dans les années 2000, on a changé ce paradigme parce qu'il y a eu une prise de conscience assez forte des sujets de biodiversité, notamment au sommet de Rio en 92. On a parlé de l'érosion de la biodiversité, le Grenelle de l'environnement a traité du sujet d'écologie urbaine et de trame verte et bleue. Donc on est vraiment sur l'intégration du vivant à la ville. En 2014, on a eu l'encadrement de l'utilisation des produits phytosanitaires grâce à la loi Labbé. Et aujourd'hui, on a en 2021 le congrès mondial de la nature qui va traiter du climat et de la biodiversité, même combat. On se rend compte qu'au final, de 2016 presque à 2021, on a eu certes cette loi qui est liée aux produits phytosanitaires, mais on a eu assez peu de mouvements assez forts sur les pratiques de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que pendant 20 ans, on a travaillé très fortement sur le climat en créant des outils, de la compensation carbone ou des choses comme ça. Et le sujet biodiversité a toujours été un peu à la traîne. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de se dire que le sujet de la biodiversité, c'est exactement le même combat que le climat. Et de toute manière, on ne peut pas traiter la biodiversité sans traiter le climat. Et on ne peut pas traiter le climat sans traiter la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'il est très important aussi de pouvoir voir comment on peut changer nos modes de gestion. La gestion horticole que j'ai pu vous présenter par ailleurs a eu des impacts très forts sur différents aspects. On a eu de la pollution des eaux, des sols, on a eu de la consommation de ressources importantes, un arrosage très important, du carburant utilisé à foison. On a des végétaux qui au final sont très mal adaptés au changement climatique. On a un impact sur la faune, la flore. On a eu une homogénéisation des espaces de nature. On a souvent vu nos arbres d'alignement monospécifiques. Je pense notamment on peut penser aussi aux chancres colorés qui ravagent les platanes du canal du Midi et qui sont en train de remonter. Tout ça, c'est des choses qui sont liées au final à la gestion horticole et on va presque chercher du clone. Et c'est tout un paradigme qu'il faut changer dans cette gestion. Donc, on a vu apparaître différents modes de gestion. En 2005-2007, la gestion différenciée est vraiment arrivée dans les espaces verts, hein, même si ça a été commencé à être travaillé dans les années 70. Ensuite, on a eu les questions de gestion écologique. Et maintenant, on parle de libre gestion qu'on va pouvoir vous présenter tout de suite. La gestion différenciée, il est important de revenir sur cet élément, puisqu'au final, on retrouve dans la gestion différenciée toutes les typologies de gestion. La gestion différenciée, elle vise à avoir une graduation de l'entretien en fonction des typologies d'espaces qu'on va avoir. Donc, on va prendre en compte des espaces qui vont être liés à l'aspect social, donc des espaces qui vont être d'usage, où on va pouvoir tondre régulièrement pour que les enfants puissent jouer au foot, des espaces où on va laisser la nature spontanée se développer, etc. Donc, on va retrouver vraiment des zones de prairies, des zones tondues, et on en voit les parfaits exemples sur les images. On a eu par ailleurs la gestion écologique des espaces qui consiste à mettre des pratiques d'entretien qui sont respectueuses de l'environnement. Ce n'est pas parce qu'on fait de la gestion écologique qu'on ne fait pas de la gestion différenciée, mais dans la gestion différenciée, on peut encore utiliser des produits phytosanitaires. Dans la gestion écologique, on évite les produits phytosanitaires. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une tendance à préserver les sols. Donc, on va retrouver des notions de paillage, d'éco-pâturage, de travailler sur des insectes auxiliaires pour éviter tout traitement. On va retrouver le compostage. Et dans la gestion écologique, un point qui a été très important, c'est qu'on a beaucoup plus travaillé sur la question de sensibilisation, puisqu'on a toujours cette notion d'hygiénisme qui est très présente dans nos mœurs. Et on a beaucoup de mal à faire accepter au public qu'une zone ne soit pas tondue 3 fois ou 6 fois dans l'année. Et dans cette gestion écologique, on a un nouvel aspect qui est en train d'arriver, ce qu'on a appelé, nous, le génie écologique urbain. Le génie écologique, c'est vraiment de l'ingénierie classique et de l'écologie scientifique pour but de s'appuyer sur la nature pour avoir des services écosystémiques. Donc, on a de la renaturation de berges, etc. C'est des techniques qui sont très présentes dans les milieux naturels, mais qui aujourd'hui commencent à s'introduire dans le milieu urbain avec la végétalisation des berges urbaines grâce à des radeaux végétalisés, la création de haies de benge qui vont être des refuges pour la faune et en même temps vont nous permettre de créer des haies très diversifiées et très résilientes.
On a des aménagements très spécifiques comme des tours à hirondelles également qui se développent, voire d'autres, des chandelles à insectes solitaires, etc. Tout ça, c'est des aménagements qu'on retrouve aujourd'hui dans nos villes et dans la gestion de nos espaces verts. En ce 18 mars 2021, presque un an jour pour jour où nous avons été confinés, il nous semblait important de nous parler de l'effet du confinement sur la biodiversité. En effet, il y a un an, nous avons été confinés pendant 2 mois. On a vu une nature se développer et être beaucoup plus présente. On a vu un ressenti des citadins à vouloir plus de nature, à vouloir se reconnecter. En tout cas, on entendait un petit peu plus les oiseaux chanter ou alors on faisait tout simplement un petit peu plus attention. Mais il y a quand même quelques études qui ont pu être créées sur ce court laps de temps et qui ont démontré que l'absence de gestion des espaces verts a permis vraiment d'avoir un développement de pollinisateurs en termes d'abondance. La diversité n'a pas forcément été augmentée puisqu'on était sur un laps de temps très court. Mais par contre, on a eu vraiment une abondance beaucoup plus importante de faune et de flore et une redécouverte même dans les espaces verts de Paris de certaines orchidées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du confinement, au final, on a repoussé toute cette nature sauvage qui est arrivée dans nos villes. On a retendu tout de suite nos espaces et du coup, se pose vraiment la question de la place que nous sommes capables de laisser au monde sauvage dans la ville. Et je pense que Tolga va pouvoir nous aiguiller justement pour répondre à cette question. Merci Victor. Attends, je vais essayer de basculer sur moi. Voilà. Effectivement, peut-on réensauvager la ville? C'est une vraie question. Forcément, en tant qu'écologue, on a tendance à vouloir aller voir ce qui se passe dans les espaces naturels pour voir si on peut appliquer cela à la ville. Nous, notre génération d'écologues, on a eu un constat un peu dur par rapport aux espaces naturels parce qu'on disait un peu ironiquement que dans les espaces naturels français, nous avions la gestionnite aiguë. On gérait à l'excès et finalement, on ne laissait pas les espaces naturels se réensauvager massivement. C'est évidemment une provocation, mais c'est aussi un constat. Et d'ailleurs, les choses changent et on va le voir. La libre gestion existe depuis quelques années aujourd'hui dans les logiques d'espace naturel. Et donc, on a un vrai processus de réensauvagement qui est en train d'arriver, qui l'est plus aujourd'hui en tous les cas qu'il ne l'a été par le passé. Une autre provocation, je vais poser une question un peu méchante, mais à votre avis, qui entretient cette belle forêt amazonienne qui est un hotspot de biodiversité, qui est extrêmement belle à voir et à vivre certainement? Ça, c'est une question importante. Donc, est-ce que c'est la tribu des Indiens Yanomami qui entretient la forêt amazonienne? Évidemment, c'est une boutade et un photomontage de très mauvais goût. Pour autant, j'en profite pour faire un hommage à cette tribu qui existe, hein, qui est réelle et qui se bat pour la conservation de la forêt amazonienne, encore plus aujourd'hui qu'hier, malheureusement. Mais non, effectivement, ce n'est pas la tribu, ce ne sont pas les Indiens d'Amazonie qui entretiennent la forêt, même si c'est un socio-écosystème et évidemment, ils sont intimement liés à l'existence de cette forêt amazonienne. Et je dirais plutôt que c'est peut-être la réponse B, le temps et les dynamiques écologiques qui se succèdent, les successions écologiques qui, avec le temps, permettent finalement des processus naturels de s'installer. En fait, le schéma, il est assez simple, il est bien documenté. Nous avons une perturbation qui va venir mettre à zéro l'état initial du site, d'un habitat. Va s'en suivre différents stades de succession végétale qui vont recoloniser le milieu. Donc, on va parler de stades pionniers, qui sont généralement des stades herbacés bas. Et nous avons des successions végétales qui vont se suivre dans une temporalité longue et qui vont arriver à ce qu'on appelle un stade climatique, donc le climax d'un milieu où on arrive à des groupements végétaux stables jusqu'à la prochaine perturbation. Là, vous voyez que la perturbation, c'est un incendie, mais ça peut être une inondation, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être une vache qui broute l'herbe, ça peut être une tondeuse qui passe. Toute perturbation, anthropique ou non, remet la dynamique végétale à zéro. Et évidemment, le stade climatique le plus commun est la forêt.
mais ce n'est pas une obligation. Il y a des endroits, des lieux où le stade climatique est vraiment une strate herbacée, par exemple en montagne, sur des sols très secs, on peut avoir des stades climatiques herbacés. Mais généralement, le stade climatique est plutôt arboré et fermé, ce qu'on appelle le manteau. Évidemment, à ces successions végétales sont associées des successions faunistiques. Donc, au fur et à mesure que les groupements végétaux évoluent, les espèces liées évoluent également. Et on a peut-être tendance à penser qu'une petite forêt jeune est arrivée à son stade climatique. Je vais vous donner l'exemple de la chouette chevêche pour bien vous montrer que ce n'est pas le cas, puisque finalement, ici, un piquet-pêche qui est sur un eucalyptus, donc l'exemple est pas forcément très bon, mais ce n'est pas grave. Un piquet-pêche va faire des trous dans l'écorce des arbres jeunes pour aller chercher les parasites, les coléoptères parasites de l'arbre dont il va se nourrir, les larves. Et ce trou, pendant un processus qui va durer plusieurs décennies, va être colonisé par des champignons qui vont pourrir l'intérieur de l'arbre, le duramen. Il va y avoir des successions d'oiseaux, de mammifères de plus en plus grands qui vont se succéder dans ces trous jusqu'à finalement un processus qui va prendre 100 ans et arriver à la colonisation de ces trous par la chouette chevêche ou une autre faune de cette taille. Et ce qui est assez intéressant, et si vous posez la question de savoir pourquoi on met des nichoirs en ville, c'est tout simplement parce qu'on a des écosystèmes extrêmement jeunes et il n'y a pas de biotope d'accueil de cet ordre-là dans la ville. Donc, il faut mettre des nichoirs à chouette chevêche pour compenser l'absence d'arbres vieux dans les milieux urbains. Alors, une autre provocation, je ne suis pas une provocation près aujourd'hui. Si je vous donnais par rapport aux informations d'écologie que je vous ai données, si on devait définir l'entretien d'un espace vert, finalement, c'est de maintenir un espace dans ces stades pionniers par des perturbations anthropiques. Donc, j'ai parlé de perturbations éternelles pour maintenir une communauté végétale à un stade pionnier, que ce soit par de la perturbation chimique, de la perturbation mécanique, etc. Donc, finalement, c'est un peu une lutte perdue d'avance pour essayer de maintenir un espace vert contre les successions végétales naturelles. Évidemment, c'est une vision extrêmement réductrice de l'entretien. Il y a beaucoup de choses extraordinaires à dire sur l'art des jardins et l'entretien, sur les collections horticoles, sur l'esthétique et les usages liés et grâce à l'entretien. Mon exemple était une provocation et non une réduction stricte à ça. Enfin, la libre gestion des espaces naturels, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes, dont le programme PREL, qui teste sur certains espaces naturels en France une libre gestion ou une libre évolution plutôt, parce qu'il n'y a pas, justement pas de gestion sur ces espaces pour suivre, évaluer le devenir de ces espaces naturels en France. Alors, il y a deux approches. Il y a une approche qui est vraiment non interventionniste. On a un milieu qui est peut-être pollué, qui n'est pas dans un état écologique extraordinaire, mais on le laisse et on regarde comment il évolue dans le temps. On verra un peu plus loin que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut juste du temps. Et puis, il y a une autre vision qui est basée sur la renaturation. Donc, on fait du génie écologique, on renature le milieu et puis on le laisse évoluer librement une fois qu'on estime on lui a donné toutes les chances initiales de bien évoluer. Donc, la libre gestion des espaces naturels arrive massivement en France et c'est une bonne chose. Sur les espaces un peu moins naturels, comme les espaces de sylviculture de l'ONF, il y a d'autres approches. On peut, par exemple, dédier certaines parcelles, certains îlots à ce qu'on appelle de la sénescence ou du vieillissement des communautés végétales. Donc, on laisse finalement les arbres mourir, périr ou juste vieillir tout seuls pour refavoriser tout un cortège d'espèces dites saproxyliques, donc qui se nourrissent des arbres morts, qui étaient en voie de disparition en France. Alors pas toutes, mais un grand nombre. Et ça va du champignon à l'oiseau, en passant par un certain nombre d'insectes, etc.
Donc, on peut faire de la libre gestion totale sur un espace naturel ou on peut faire de la libre gestion sur une parcelle, un îlot, ce qui est assez intéressant également. Alors, qu'est-ce que c'est le réensauvagement? On vous a pris un exemple qui est un peu violent parce que c'est une catastrophe monstrueuse, évidemment, qui est Tchernobyl, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Et finalement, ce qu'on voit après cette catastrophe, cette perturbation finalement qui est massive, au bout de quasiment 40 ans, on voit qu'il y a un réensauvagement de Tchernobyl qui est en train d'opérer. Nous avons aujourd'hui des ours, des lynx, plein de communautés végétales et faunistiques qui reviennent sur cet espace. Et peut-être ce qui est le plus emblématique finalement, c'est le Przewalski, qui a une de ces populations les plus nombreuses à Tchernobyl. Le Przewalski, c'est le dernier cheval sauvage d'Eurasie. Donc voilà, finalement, Tchernobyl, c'est un refuge pour les dernières espèces sauvages d'Eurasie. Je caricature un peu, mais pas loin. Et donc voilà, le réensauvagement, même après une catastrophe majeure, même dans un milieu extrêmement perturbé, est possible. Le temps, finalement, est le facteur déterminant de ce processus. Et puis finalement, si on regarde si ça peut arriver dans le milieu urbain également, on peut regarder la petite ceinture de Paris, qui est abandonnée de ses activités ferroviaires depuis les années 90 et qui est gérée quand même. Hein. Il y a une gestion différenciée qui est opérée sur la petite ceinture, mais cet abandon a permis certains usages par endroits, certains tronçons ont été ouverts au public, il y a des projets d'agriculture urbaine et d'autres usages. Mais on a aussi, par exemple, la plus grande colonie d'hibernation de la pipistrelle, donc une chauve-souris assez commune en France, la plus grande colonie d'hibernation de France qui est dans un des tunnels de la Petite Ceinture dans le 14e arrondissement. Donc le réensauvagement dans le cœur de Paris est possible. Donc peut-être que dans d'autres villes, ce serait également possible si on prenait pour acquis cette expérience. Et puis évidemment, il y a toutes les friches que sont des lieux de réensauvagement. Alors il y a évidemment tous les sujets sur le zéro artificialisation net, la nécessaire densification, le fonds friche qui est en train d'émerger. Et donc, le devenir des friches sont vraiment questionnés aujourd'hui en France. Mais pour autant, ce sont des vrais lieux de réensauvagement de la ville. Et on ne l'a pas cité ici, mais il y a la ville de Montpellier, par exemple, qui a fait une cartographie de ces friches et de leur contribution finalement à la trame verte et bleue urbaine. Et c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Un autre sujet qui est la renaturation. On a des vrais travaux de renaturation par le génie écologique, que sont des processus assez lourds. Et puis, on a la renaturation low-tech qui est assez intéressante. Ici, c'est Saint-Nicolas-le-Redon avec le projet du Transformateur. Donc, c'est une association que sont les Amis du Transformateur qui lance des travaux et des expérimentations pour la renaturation de ce site. Et moi, ce que j'ai retenu qui est extrêmement intéressant, c'est l'image en bas à gauche. On vient, au lieu de débitumer, comme c'est le cas sur d'autres endroits de ce site, on vient faire une expérimentation en faisant des trous dans le bitume, en espérant, alors ça va être suivi évidemment, que la végétation va pouvoir s'infiltrer ou plutôt pousser dans ces trous et par le jeu des racines à très long terme, débutiminer, merci, cet espace à long terme. Donc, c'est une expérience à suivre qui est low-tech, qui est assez intéressante et qui peut permettre éventuellement de dupliquer, démultiplier cette expérience ailleurs. Autre sujet qui est assez intéressant, les forêts urbaines. Aujourd'hui, qui n'a pas sa forêt urbaine, évidemment? La définition scientifique des forêts urbaines est un peu compliquée, donc je vais pas forcément m'y attarder. Donc, je dirais que c'est un bois ou une forêt, un ensemble forestier dans l'espace urbain. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt à ces démarches. Premièrement, c'est une évolution de l'espace vert urbain. On n'est plus forcément dans les parcs, extrêmement maîtrisé, travaillé, domestiqué, hygiéniste, mais on voit qu'il y a un glissement vers l'acceptation des milieux fermés, des milieux boisés, et puis évidemment il y a tous les bénéfices attendus
de ces forêts, que ce soit la forêt comestible, que ce soit des forêts récréatives, des forêts pédagogiques et des forêts qui gèrent les eaux pluviales, des forêts qui créent de l'îlot de fraîcheur, etc. Donc, c'est une démarche qui est assez intéressante, qui n'est pas forcément extrêmement scientifique, mais qui a du bon à étudier. Et puis, évidemment, qui n'a pas entendu de la méthode Miyawaki, qui est la méthodologie de création de micro-forêts par de la plantation extrêmement dense. Donc, finalement, on plante 2 à 7 arbres par mètre carré et on laisse les individus entrer en compétition féroce pour la lumière et les nutriments du sol et l'eau. Finalement, il y a une sélection naturelle un peu dirigée qui se fait et les individus les plus capables, les individus les plus rapides à croître survivent et arrivent à pousser extrêmement vite. Donc, ce qui est assez intéressant quand on la compare finalement, cette méthode Miyawaki, à une dynamique végétale naturelle, c'est qu'on zappe tous les stades pionniers puisqu'on vient planter des arbres. Par ce jeu de la compétition, on accélère ce processus de fermeture et on gagne quasiment 100 ans, voire 150 ans dans ce processus. Ce n'est pas pour autant qu'en 20 ans, on a une forêt mature qui accueille la chouette chevêche ou des espèces saproxyliques, évidemment. Il ne faut pas faire dire à cette méthode ce qu'elle ne dit pas. Il faut quand même faire attention, c'est une méthode qui est assez jeune, on n'a pas un recul d'expérience énorme sur ce sujet, donc ça reste une dynamique à tester, à suivre, etc. Voilà pour ces inspirations sur les milieux naturels ou un peu moins naturels. Donc on a vu beaucoup de démarches, nous ça nous fait réfléchir depuis plusieurs années, et puis on est arrivé finalement à condenser toutes ces pratiques, ces philosophies, dans une méthodologie que nous avons développée, qu'on a appelée la gestion écodynamique. Donc, qu'est-ce que c'est cette gestion écodynamique? C'est une logique de réhabilitation graduelle et accompagnée. On ne veut pas faire de travaux lourds, de travaux très très lourds, très coûteux, très consommateurs d'énergie et donc générateurs de carbone. On veut une réhabilitation qui est graduelle, qui est accompagnée. On ne laisse pas forcément, ce n'est pas de la libre évolution totale, une réhabilitation graduelle et accompagnée d'espaces verts ou un peu moins verts, en habitat naturel ou pseudo-naturel. On peut concevoir la finalité dans laquelle on veut aller par une modification des modalités de gestion. Donc, c'est bien la gestion écodynamique. On essaie de modifier ces modalités de gestion et on s'appuie sur les principes du génie écologique qui est adapté au milieu urbain, mais on s'inspire aussi du réensauvagement, on s'inspire de la renaturation, on s'inspire de la gestion différenciée, évidemment. Les fondements scientifiques de cette approche, il se base sur une discipline de l'écologie qui est extraordinaire, qui est malheureusement beaucoup trop méconnue du grand public, qui est la phytosociologie. La phytosociologie étudie les associations de plantes pour définir ces associations. Ce n'était pas clair du tout, je recommence. La phytosociologie étudie les associations de plantes sur un milieu et des conditions données. Par exemple, je vous ai pris un exemple ici. Nous avons une pelouse thérophytique pionnière très rase et très ouverte, nitrocline, neutrophile, héliophile, thermocline et mésoxérophile. Donc tout ça, finalement, définit les associations végétales de graminées et selon les conditions de sol, par exemple, nitrocline, ça veut dire que c'est un sol qui est assez azoté, eutrophile, où les sols sont gorgés de matière organique, qui est très ensoleillé, assez chaud et très sec. Voilà. Toutes ces conditions font qu'on a un groupement végétal très spécifique sur ce site. Et la magie de la phytosociologie, c'est qu'on peut décrire l'évolution de ce milieu. Donc on sait que finalement ce groupement végétal qui a été décrit par la phytosociologie, si on le laisse dans une dynamique libre ou dans une évolution libre, on peut dire qu'il va passer par différentes successions végétales avec un stade climatique qu'on sait deviner à peu près. Ce n'est pas une science qui est tout à fait exacte. Mais on peut également, si on espérait atteindre un groupement végétal climatique avec une certaine direction, une certaine action douce qu'on peut y apporter. Et évidemment, pour rappel, on peut aussi pratiquer un entretien classique pour le faire revenir à ce stade-là dès qu'il s'en éloigne un petit peu.
Donc voilà, la phytosociologie, c'est vraiment une science assez complexe, mais sur laquelle repose l'ensemble de cette logique. Où est-ce qu'on peut appliquer la gestion écodynamique? Alors je pense qu'on peut l'appliquer à peu près partout, pas forcément sur des espaces de prestige ou d'usage très très forts, mais sur les réserves foncières, sur des bouts d'espaces publics, sur les friches qui ne sont pas vouées à une urbanisation immédiate. Là, ça ne se voit pas trop, mais c'est un talus bâché avec du plastique. On peut aussi éviter de mettre du plastique dans les espaces naturels, ce qui serait une bonne chose, et d'y laisser une certaine expression dirigée pour le maintien des talus. Et évidemment, dans l'espace privé aussi, peut être appliqué, là c'est du résidentiel, mais ça peut être dans le tertiaire, dans la logistique, etc. Donc on peut quasiment partout appliquer sur partie ou totalité d'un espace vert des modalités de gestion écodynamique. Donc si on devait mettre en pratique tout ça, évidemment il faut connaître, comprendre le sol, parce que c'est un élément déterminant des groupements végétaux et de la phytosociologie. Il faut également comprendre le contexte écologique, les trames vertes et bleues dans lesquelles on s'intègre. Il faut décrire les habitats, ces groupements végétaux, et ça passe notamment par un inventaire de la faune et de la flore. Donc vraiment comprendre et décrire le stade initial dans lequel on se trouve. Ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect humain, évidemment. On est dans l'urbain. Et donc, il faut toujours remettre au cœur des réflexions les usages qui sont présents ou passés sur ce site et la fréquentation actuelle ou prévisible de ce site, ce qui va forcément déterminer les choix de conception qui vont être réalisés. Donc ensuite, on va pouvoir concevoir l'évolution des sites. On va espérer atteindre tel ou tel groupement stade climatique pour les différentes zones, et on va mettre en place un plan de gestion pour accompagner justement, pour diriger cette évolution souhaitée. Et on va pouvoir mettre en place des actions douces pour orienter ces évolutions. Ça peut être un travail très léger du sol, ça peut être des amendements en matière organique ou différents fertilisants naturels dans le sol, ça peut être du semis, là j'ai remis des glands de chêne si on veut aller vers une chaînée par exemple, etc. Et puis évidemment, là, on a fait le plus simple. Maintenant, il reste à exploiter et donc à mettre en pratique ce plan de gestion dans le temps. Et il faut accepter de réévaluer. La phytosociologie est une science très sérieuse, mais ce n'est pas une science sans faille. On peut se tromper, il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des graines qui apportent une plante invasive qu'on n'avait pas anticipée. Et donc, il faut accepter de réévaluer tous les ans, ce qui est très compliqué quand on se projette sur des contrats d'entretien sur plusieurs années. Mais il faut accepter cette part de réévaluation de ces modalités de gestion. Et donc, il faut réajuster cette évolution. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une méthodologie qui est prête à l'emploi, qu'on a testée et qu'on a envie de mettre en œuvre et de se voir démultiplier dans l'espace urbain. Et juste pour rappel, on a mis en bas à gauche quelques labels aussi dans lesquels ça peut être valorisé. Très très rapidement, une étude de cas que nous avons menée à Cormeilles-en-Parisis. Nous avions un site extrêmement perturbé avec une dalle de béton, des habitats très anthropisés, notamment, vous le voyez en rouge à gauche, des taches de renouée du Japon, qui est une peste végétale très très problématique. Et donc nous avons fait un plan de gestion écodynamique sur ce site sur plusieurs années. Donc vous voyez en bas les différents stades évolutifs que nous espérons que nous voulons mettre en œuvre, donc avec un plan de gestion adapté à l'évolution de chacun de ces habitats. Et à la fin de ce processus, arrivé au bout de quelques années à ce que vous voyez à droite, donc avec une débituminisation, je ne vais pas y arriver sur ce mot aujourd'hui, progressive, avec une maîtrise de la renouée du Japon dans le temps, sans travaux lourds, et notamment par compétition végétale. Ça, c'est un autre programme que nous avons mené et qu'on vous présentera éventuellement à un autre webinaire. Et puis, nous avons fait évoluer chacun de ces habitats vers plus de naturalité également. Donc, c'est un site de 3800 mètres carrés et nous avons calculé donc, le coût global de l'opération à peu près 200 000 €.
dont 55 000 € étaient essentiellement dédiés à la gestion de la renouée du Japon, parce que nous avons fait de la plantation très dense autour des massifs de renouée du Japon pour l'étouffer par compétition végétale. Donc voilà, si je devais vous donner un repère pour comprendre ce que veulent dire ces 200 000 €, si on devait faire des travaux juste pour enlever le bitume ici, la dalle de béton, il faudrait plusieurs centaines de milliers d'euros juste en travaux. Si on devait faire des travaux de terrassement et de plantation et puis de gestion, etc., il faudrait rajouter tous ces coûts dans le coût global. Ce qui est assez intéressant et ce que je n'ai pas forcément dit jusqu'à maintenant, c'est que nous avons une topographie aussi assez étrange sur ce site et les paysagistes, pas tous évidemment, ont cette tendance à vouloir tout aplatir. Ici, nous n'avons pas aplati, nous avons gardé cette topographie et nous jouons évidemment avec. Voilà pour cette étude de cas. Donc, je vais terminer assez rapidement sur cette présentation pour avoir le temps des échanges. Tout de même, quelques rappels sur les bénéfices attendus de cette gestion écodynamique. C'est évidemment un modèle qui est beaucoup plus sobre, notamment en ressources, mais aussi en émissions, beaucoup moins d'intrants chimiques et donc beaucoup moins de pollution des milieux naturels ou des espaces urbains. C'est aussi moins de machines, c'est aussi donc moins de consommation de carbone et donc moins d'impact carbone. Alors peut-être que certains paysagistes, j'espère qu'il y en avait aujourd'hui dans le public, se sont sentis un peu agressés par toutes ces présentations. Tout d'abord, je prie de bien vouloir m'excuser, ce n'était pas mon intention. Je pense que c'est juste une modification du métier du paysage et non une disparition du métier du paysage. Loin de moi de penser que le paysage va disparaître. Et donc, c'est finalement une revalorisation d'un métier aujourd'hui dont les prix sont vraiment tirés vers le bas. L'objectif, ce n'est pas de diminuer les coûts d'entretien d'espaces verts, mais peut-être de réorienter les économies réalisées sur certaines zones vers d'autres, et notamment vers l'aspect humain, dépenser moins d'argent en machines, dépenser moins d'argent en intrants chimiques et dépenser peut-être plus d'argent en humain, et notamment par la création d'un nouveau métier, ou plutôt la renaissance, parce que c'est un métier qui existait avant, celui de jardinier écologue, celui qui va faire avec la nature et pas contre. C'est également un modèle plus résilient, puisqu'on espère, par la diversité biologique de ces écosystèmes urbains, d'avoir une meilleure adaptation au changement climatique qui s'annonce. Mais c'est aussi un modèle d'adaptation, parce que les milieux fermés, comme les forêts urbaines, vont favoriser les îlots de fraîcheur et donc vont préparer l'adaptation et la résilience des milieux urbains à ce changement climatique. Et puis, nous l'espérons, c'est aussi un moyen de lutter contre l'érosion de la biodiversité qui est en cours. On ne l'a pas rappelé au début de cette présentation, mais globalement, on observe dans tous les habitats en France, et notamment dans les milieux urbains, entre 40 et 50% de diminution des populations d'oiseaux ces 30 dernières années. Et donc, il y a une vraie courbe à inverser aujourd'hui et nous ne l'avons toujours pas inversée. Donc, tout reste à faire et le changement de paradigme est toujours attendu. Et puis, c'est un modèle qui crée de la valeur pour les urbains, évidemment, en créant du bien-être, de la santé. Alors, la question de la santé est un peu centrale, évidemment, en ce moment, mais nous croyons vraiment, ce n'est pas un effet d'annonce, dans les milieux, dans ce que les hygiénistes du 19e siècle ont voulu faire. On peut aller plus loin, mais ce sont aussi des milieux de récréation, de culture, c'est des milieux de mobilisation citoyenne. J'ai oublié d'en parler, mais la méthode Miyawaki et les forêts urbaines sont aussi un lieu d'expression citoyenne très forte, parce que ce sont des projets citoyens, c'est tout un quartier, toute une école qui vient planter les arbres, et donc c'est un projet citoyen très très fort. Donc voilà, ça c'est un outil aussi de mobilisation citoyenne, et puis l'intelligence collective à mobiliser autour de ça. Et donc je termine en vous disant que finalement Arpastrans est au service de vos projets avec toutes les compétences qu'on peut mobiliser pour ça. Nous avons des naturalistes, des écologues, des experts de l'art, des paysagistes, des programmistes, parce qu'il faut programmer aussi l'évolution des habitats en ville. On sait faire de la co-conception, les ateliers participatifs, la conduite du changement. Dès qu'on veut changer de paradigme, il faut accompagner la conduite du changement, le management de projet, et puis l'accompagnement vers les certifications et les labellisations pour valoriser ces démarches.
Voilà, j'ai parlé vite et longtemps, mais maintenant, on va essayer de prendre certaines questions. Je ne sais pas s'il y en a qui… Merci Tolga pour cette présentation. Donc en effet, on a plusieurs questions. On a des questions qui sont spécifiques à la gestion écodynamique et je propose qu'on s'intéresse vraiment à ces questions-là. On a une question qui est de comment tenez-vous compte des aspects esthétiques dans la gestion écodynamique? Quelle en est l'acceptation par les habitants? Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Oui, alors on n'a pas forcément traité cette question dans le sens où on n'a pas de mise en pratique sur 10 ans ou même 5 ans de la gestion écodynamique sur un site et donc de pouvoir confronter cette question-là. Ce qu'il faut, et je répète encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, le rôle des paysagistes, c'est justement de travailler cette acceptabilité, ce rendu esthétique. Et donc, la gestion écodynamique, on ne veut pas la faire contre les paysagistes, on veut la faire avec les paysagistes. Et donc, la solution, finalement, c'est d'associer les paysagistes à cette question et eux seront garants de l'acceptabilité de la gestion écodynamique. Et je pense aussi qu'il est important, quel que soit le mode de gestion, quand on intervient sur un espace vert, il faut qu'il y ait de la sensibilisation autant que possible pour que justement les usagers puissent s'approprier ces différents aspects qui peuvent ou non être esthétiques. C'est comme les pieds d'arbres. Quand ils ont été fleuris au début des années 2010, ça a créé une réaction très très forte des urbains en demandant où vont nos impôts, etc. Je pense que c'est en train de changer, mais il faut encore beaucoup de sensibilisation et ce sera la même chose, je pense que mais ce sera la même chose avec la méthode Miyawaki et les forêts urbaines. Je pense que beaucoup de gens vont râler en disant que c'est peut-être, ils vont peut-être dire que c'est moche au début. Voilà, c'est un risque qu'il faut anticiper et traiter par la pédagogie, notamment. On a une autre question. Cette gestion suppose aussi que l'on prenne en compte la temporalité. Ouais. Combien de temps estimé et comment les élus, les techniciens des collectivités accueillent ce genre d'approche? Et on peut l'ajuster avec une autre question qui est comment on peut déterminer le coût global de ce type de projet? Oui. Alors, on n'a pas forcément de réponse très claire à la première question parce qu'on travaille un peu en chambre depuis 3 ans. On attendait d'être vraiment très près pour vous en parler. Donc, on ne s'est pas confronté encore à beaucoup d'élus, de techniciens. Pour autant, donc vous voyez le site qu'on vous a montré à Cormet-en-Parisis précédemment. Ça a eu plutôt un bon accueil par l'approche innovante. Ça a aussi eu un bon accueil parce que c'était une solution qui coûtait moins cher. Généralement, ça marche pas mal comme argument. Il faut quand même beaucoup de pédagogie. Mais c'est comme la gestion différenciée. La gestion différenciée, il y a 15 ans, quand on a essayé de la mettre en place, ça a occasionné beaucoup de réactions. Ça a occasionné aussi beaucoup de comportements néfastes. Certaines entreprises d'espaces verts ont arrêté de gérer les espaces verts au nom de la gestion différenciée. Donc, on entendait des villes ou des gens qui disaient « mais la gestion différenciée, c'est n'importe quoi parce qu'on paye et il n'y a plus de gestion », alors que ce n'est pas du tout la philosophie de la gestion différenciée. Voilà. Il va falloir prendre les coups et accompagner toute une filière vers l'évolution de la gestion écodynamique. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il faudra beaucoup de pédagogie. Il y a une dernière question. Il y a encore des collectivités qui ne mettent pas les moyens pour conserver les continuités vertes. Donc, je pense qu'on parle du coup de trame verte, voire même de trame bleue. L'Agence française pour la biodiversité peut-il être le porteur foncier de ces continuités biologiques à l'image du Conservatoire du littoral? C'est à eux de répondre, mais je pense que ce n'est pas que l'Agence française pour la biodiversité. Il y a pas mal de structures, d'institutions de l'État qui achètent des terrains pour les rendre, pour les maîtriser, les rendre à la nature. Ce n'est pas piloté que par l'Office français pour la biodiversité, c'est l'OFB. C'est une question très complexe par le jeu d'acteurs que ça implique, mais oui, je pense que ça devrait être piloté, même si tous les terrains ne sont pas achetés par l'OFB, ça pourrait être piloté par l'OFB. Mais je les laisserai répondre s'ils sont présents dans la salle, ils peuvent commenter dans la partie commentaires.
Peut-être une dernière question que je trouve assez intéressante. Est-ce que le permis de végétaliser développé par certaines villes comme Bordeaux ou encore Paris participe au réensauvagement de la ville? Je pense, oui. Je pense vraiment parce que, alors, pour prendre l'exemple, juste en bas, à peine 10 mètres d'ici, nous avons obtenu un permis de végétaliser pour nos pieds d'arbres, donc les 3 pieds d'arbres que nous avons devant notre bâtiment. Nous avons planté un petit peu, mais en fait, on teste de la gestion écodynamique dessus depuis un moment, en laissant librement pousser les végétaux et on oriente un petit peu. Des fois, on a quelques invasives ou adventices qui prennent le dessus, donc on fait un peu de désherbage sélectif. Donc, ça me paraît possible. Et donc, il y a une vraie massification possible de ces approches. On réfléchissait à comment on pourrait faire toute l'avenue comme ça, en mobilisant tous les habitants de l'avenue. Et on peut se projeter à l'échelle d'une ville, finalement. Il y a des études, notamment sur l'application de la théorie des îles au milieu urbain, qui montrent que la colonisation par les plantes des cœurs urbains denses passe notamment par les pieds d'arbres. Donc, certaines plantes évoluent de pied d'arbre en pied d'arbre pour arriver dans les milieux urbains denses. Je vous retrouverai les références, je ne les ai plus en tête. C'est une étude assez passionnante. Donc, on voit bien effectivement que le rôle des pieds d'arbres est fondamental pour les trames vertébrées urbaines et la gestion écodynamique ne peut que aller dans le sens d'un réensauvagement de ces pratiques. Et par rapport aux pieds d'arbres, d'ailleurs, pour avoir participé à la plantation et au travail du sol, c'était des pieds d'arbres qui étaient totalement stériles au début. On n'avait pas un ver de terre, pas un cloporte, pas une fourmi, mis à part quelques déjections canines. Et au fur et à mesure des années, donc ça fait 2 ans et demi maintenant, on a des pieds d'arbres qui, quand on gratte un peu la terre, on retrouve des cloportes, des vers de terre, des fourmis, voire peut-être même quelques abeilles qui passent de temps en temps. Et toujours quelques mégots, malheureusement. Mais ça, c'est inévitable en ville. J'ai une question qui m'intrigue et qui me plaît beaucoup. Sur Tchernobyl, les animaux qui y reviennent sont-ils contaminés et quid de leur descendance? Pour le coup, alors oui, je vous confirme que les animaux sont contaminés. En effet, on voit ces belles photos qu'on a pu vous présenter où on voit une diversité faunistique qui est très importante. Néanmoins, on a beaucoup d'animaux qui ont des problèmes physiologiques et physiques qui sont liés justement à leur contamination. Donc, on a forcément des descendances qui sont perturbées, des animaux qui vivent moins longtemps. Et même sur les végétaux, on a au final une diversité qui est assez faible, puisqu'on n'a que des végétaux qui sont très résistants, qui ont réussi à pousser. Donc, on est plus devenu presque un réservoir de biodiversité sur le volet faunistique. Sur le volet floristique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et puis, on n'en a pas parlé aussi, mais sur le Przewalski, à Tchernobyl, il y a un vrai problème de consanguinité. Donc, il y a quand même un peu d'action de l'homme, puisqu'ils apportent un peu de sang neuf sur des populations sibériennes de Przewalski de temps en temps. Donc, voilà. Effectivement, merci d'avoir souligné les limites de ces exemples. Et voilà, la vérité est toujours un peu plus complexe, évidemment, que le temps pris en 2 minutes sur une slide à la décrire. Et moi, j'ai peut-être une dernière question pour toi, Tolga, au vu de ces échanges. Est-ce que le fait de créer des milieux forêts urbaines, avoir des zones de gestion écodynamique qui sont déconnectées, ont vraiment un intérêt écologique en milieu urbain? Ça répond, en fait, je vois le lien avec la question sur les pieds d'arbres. Je pense qu'il y a une vraie mosaïque à rechercher d'habitat. Il faut faire des études, notamment de connectivité, pour répondre clairement à cette question. Mais oui, la théorie des îles nous montre qu'il y a un vrai intérêt à créer ce qu'on appelle des pas japonais pour finalement permettre le déplacement des espèces et le réensauvagement. Ce qu'il faut éviter, c'est créer ce qu'on appelle des pièges écologiques, donc des habitats qui sont suffisamment accueillants pour permettre l'installation, la recolonisation par certaines espèces, mais qui ne permettent pas le maintien à long terme de ces espèces. Donc voilà, il y a un équilibre qui est assez complexe à trouver. Et il n'y a pas de vérité absolue sur ce sujet. Il faut faire des études et suivre. Le suivi est fondamental en écologie, évidemment. Merci. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Vous avez nos coordonnées si vous avez d'éventuelles questions.
Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute et vos questions plus que pertinentes. Le support sera bien évidemment disponible et nous restons à disposition pour d'éventuelles questions. Merci Merci beaucoup.